Alors Jean-Philippe, ici on est donc dans la partie musée jeux vidéo. Ouais. Là on retrouve vraiment des grands classiques. Ouais. Combien de temps ça vous a pris pour réunir toutes ces machines? Alors ça assez rapidement finalement, parce que c'est à 95% la collection d'un collectionneur privé. Donc il a réuni ça voilà, très rapidement. En 6 ans, il a réuni voilà, 40 années, voire plus, de jeux vidéo. Ouais, donc il doit y avoir vraiment des raretés. Ici on a tout un panel de consoles Pong. Là vous avez aussi plusieurs versions de Game Boy. Il y a une autre vitrine avec toutes les consoles portables, NEC, etc. On le verra en image de toute façon. Alors effectivement, vous étiez en tout cas à Paris. Ouais. Maintenant le musée est fermé depuis quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. On va la faire en cours alors. On va essayer de la faire en cours. En fait, on avait un contrat de 2 ans sur l'Arche de la Défense et après le vernissage, le musée a ouvert 15 jours. Il y a un morceau de l'ascenseur panoramique, qui sont des ascenseurs en fait uniques au monde. Une poulie en fait d'1 kilogramme qui est tombée, donc très clairement ça serait tombé sur quelqu'un, ça l'aurait fait moyen. Et le musée en fait est fermé depuis cette date parce qu'il y a eu une embrouille en fait politique entre public, privé, la société gestionnaire du toit. Et nous en tant que prestataires, on s'est retrouvés dans cet imbroglio un peu politique, sans savoir quoi faire, et on est resté les bras ballants alors qu'on avait normalement un contrat de 2 ans sur l'Arche. En tout cas, ce qui est important à signaler quand même, donc c'est absolument pas justement la faute du musée ou de l'organisation ou de l'expo qui n'est pas intéressante, c'est effectivement juste un problème technique, juridique, etc. Et politique. Ouais. Et politique. Et donc on pourrait éventuellement dire quand est-ce que vous allez réouvrir et où? Alors là, pour l'instant, effectivement, on fait plutôt des expositions transitoires, quoi, voilà. Mais il y a un projet en devenir quand même. Il y a un projet permanent. On n'a pas de piste réellement sérieuse, donc on est en demande. On essaie de faire un peu de lobbying parce que il y a vraiment une belle collection et vraiment une expertise, un savoir-faire, et vraiment, on aimerait pouvoir présenter tout ça dans un lieu unique parce que les expositions temporaires sur 2 jours, 3 jours, de déplacer le stock, c'est un peu compliqué en équipe réduite. En plus, c'est beaucoup de travail, hein, comme tu le disais là tout de suite. Je crois que vous êtes sur combien de mètres carrés ici à peu près dans le salon? Là, on présente 900 mètres carrés. Donc c'est la plus grande expo en surface qu'on ait eue, parce qu'à l'Arche, le jour du vernissage, on avait 800 mètres carrés, c'était ce qui était le plus grand. Donc là, oui, ça fait pas mal de pièces de présenter. Est-ce que vous avez de temps en temps des gens qui viennent vous poser des questions par rapport au rétro? Tiens, je me souviens de telle machine, est-ce qu'on pourrait pas racheter telle machine? Comment ça marche? Mais en fait, c'est que ça. C'est incroyable, les générations passent. Ouais. Et en fait, on se rend compte que le rétro gaming continue. Et moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo, et le rétro gaming existait déjà en 2002. Et je vois maintenant des jeunes qui ont 20-25 ans de moins que moi, qui adorent jouer sur Master System, NES. Et pourtant, on pourrait penser que les graphismes... Oui, voilà. Tout à fait. Mais je crois que c'est le gameplay aussi qui fait que ces jeux, ils étaient bien pensés d'un point de vue du gameplay, et c'est encore très jouable, c'est encore amusant. Il y a cette notion de fun, et donc en fait, ça traverse le temps. Et surtout, il y a un truc très important à dire, c'est que, en fait, c'est ce que je disais tantôt avec une personne dans le salon, c'est que c'est vrai que le rétro gaming, quoique j'aime pas trop ce nom, parce que si tu me permets, je me sens pas rétro, pas encore, hein, j'ai 41 ans, donc on n'est pas vieux, on n'est quand même pas encore des vieilles casseroles, et on a encore le temps en tout cas. Par contre, c'est vrai que j'en discutais, et les jeux auparavant, il y avait ce côté un peu non violent. Maintenant, c'est vrai qu'on retrouve des jeux de plus en plus réalistes, parfois qui peuvent un peu faire grincer les dents, et à l'époque, le gameplay était simple. Il y avait des couleurs, c'était joyeux, quoi. Voilà, il y a un côté. Attention, quand je dis violence, il y avait des jeux violents aussi. C'est clair, tu vas me reprendre sûrement, mais c'était pas la même chose. En fait, c'était quand même des pixels, quoi. Il y avait pas un côté moins réaliste à l'époque. Voilà. Effectivement, on pouvait moins se transposer, c'était moins photoréaliste que maintenant. Et de toute façon, on est poussé à ça, c'est-à-dire que les jeux maintenant sont photoréalistes. La suite, c'est quoi? La suite, c'est l'Oculus Rift, c'est les jeux en 3D, c'est l'immersion totale. Après ça, c'est rentrer l'odorat dedans dans le jeu.
voilà, c'est toujours plus d'immersion de toute façon le jeu vidéo. Mais à l'époque, il y avait aussi beaucoup d'immersion. Moi, je me souviens très bien que c'était des gros pixels, mais le château, j'y étais. Je le vivais dans Zelda, je l'imaginais très bien, il n'y a pas de souci. Dans Final Fantasy, je voyais très bien le château où j'étais. Bon, c'était des pixels en 8 bits. Justement, c'était ça qui était bien, c'est que l'imagination fonctionnait beaucoup plus. Oui. Voilà. Peut-être, mais je ne suis pas dans la tête des jeunes pour savoir si leur imagination, elle fonctionne moins que la nôtre. Et ça, c'est une question que j'aimerais bien leur poser et une réponse que j'aimerais bien avoir. Peut-être qu'ils imaginent autrement, en fait.